bonjour à toutes et à tous. Bonjour Monsieur Barbaras. Bonjour. Vous êtes donc professeur de philosophie à Pont-Sorbonne. Vous avez un petit moment, je crois, travaillé en Belgique à la faculté, une chaire de professeur Cardinal Mercier, ça s'appelait, à la faculté catholique de Louvain. Vous avez aussi eu un grand prix de philosophie de l'Académie française et le prix Mercier de philosophie pour votre ouvrage Métaphysique du sentiment. Et dernièrement, vous avez publié L'appartenance vers une cosmologie phénoménologique. Et puis sinon, vous avez aussi votre petite vitrine personnalisée à la librairie Vrin, la librairie philosophique Place de la Sorbonne. Et puis avant tout, vous êtes un de mes professeurs qui m'a notamment initiée à la phénoménologie cette année. Donc merci beaucoup pour tout ça. C'est moi qui vous remercie. Juste deux mises au point. La vitrine personnalisée, elle est de circonstance et simplement elle est liée au numéro de Philosophie Magazine d'avril, dans lequel je donnais un grand entretien et Vrin là-dessus. Et comme j'ai publié beaucoup de livres chez Vrin, ils ont présenté mes livres ainsi qu'un fragment et une photo issue de la revue en question. D'accord. Donc ce n'est pas voué à la pérennité. Et quant à alors c'est une ambiguïté, mais ça apparaît sur Internet, quant à la chaire Cardinal Mercier, c'est une chaire en un sens assez particulier, c'est-à-dire que vous êtes invité à parler, enfin faire cours pendant 3 semaines. 3 semaines. Mais vous êtes tenu de faire quelque chose d'absolument original, puisque ça va déboucher ensuite sur un livre, sur une publication. Donc en réalité, je suis pendant 2 mois, j'ai fait des allers-retours entre Louvain et Paris. Alors il paraît que ça me donne le statut de professeur à l'Université de Louvain, mais je ne suis en aucun cas professeur à l'Université de Louvain. Non, c'est bien qu'il y ait des échanges, c'est vrai que c'est un beau centre de phénoménologie aussi là-bas. Absolument, j'ai des liens très forts avec Louvain, en effet. D'accord. Bon, et donc peut-être pour commencer, vous nous avez donc invité très gentiment chez vous. Peut-être pour commencer, que représente ce lieu pour vous personnellement et surtout pour aussi votre philosophie? Écoutez, pour c'est plus facile de répondre à la première partie de la question qu'à la seconde. Je suis très attaché à ce lieu, ça fait très peu de temps que je suis ici, mais on a eu la chance de trouver cet appartement qui donne sur une cour avec des marronniers, on est à 50 mètres de la rue, ce qui fait qu'on entend principalement les oiseaux et occasionnellement les voisins, mais on est dans des conditions de confort et en plus, sans parler de la proximité au Luxembourg, qui font que je pourrais travailler pour passer des journées pour écrire, c'est tout à fait optimum et voilà. Donc j'y suis très bien personnellement et j'y suis très bien pour travailler, donc voilà. Et d'autre part, c'est un lieu où on a fait en sorte de pouvoir accrocher quand même les tableaux, donc de passer sa journée dans la proximité des œuvres, c'est tout à fait important pour moi et inspirant. Voilà. Eh bien, merci. Merci beaucoup pour ce cadre, c'est vrai que c'est très joli, c'est tableau. Comment avez-vous rencontré, comment s'est passée votre rencontre avec la philosophie, si je puis dire? Oui, alors écoutez, oui, c'est une bonne question. C'est en deux temps. En fait, j'ai une mère qui avait fait de la philosophie, qui suivait le cours de Merleau-Ponty au Collège de France, au Collège en sein de moi d'ailleurs, pour tout vous dire, et qui suivait les cours de bachelor à la Sorbonne. Et quand j'étais, disons, adolescent, j'entendais parler de cela. Elle a fait quelques années de philo, elle a fait autre chose, elle a enseigné les lettres, etc. Donc, il y avait une présence de la philosophie, et puis très classiquement, je suis arrivé au terminal, et puis j'ai eu une professeure de philosophie qui reste une amie, qui est quelqu'un qui écrit des livres maintenant, et j'ai été convaincu très vite qu'il fallait que je me consacre à ça. Et donc très tôt, à l'âge de 17 ans, déjà il y avait ce background familial, qui valorisait simplement la philosophie, c'est des noms dont j'entendais parler, il y avait des livres de philosophie chez moi, n'est-ce pas? Mais surtout la rencontre avec ce professeur, avec la philosophie en terminale, m'a décidé définitivement m'y consacrer, donc je m'y suis consacré. C'est très banal en même temps, vous savez, c'est la chance de tomber sur quelqu'un qui incarne la philosophie, qui vous donne envie de vous y consacrer. Donc, tout vous dire, j'étais même à l'époque, c'était les terminales C scientifiques, et j'ai décidé en cours d'année de quitter la terminale C et de passer dans une terminale Cornelia, qui est elle, qui était faire, pour me consacrer à la philosophie. Ouais. D'accord. Et peut-être donc votre métier aussi de professeur,
est-ce que c'est le fruit d'un hasard, d'une vocation, le résultat d'une fatalité? Écoutez, comme tout le monde, j'ai fait le cursus, j'ai préparé Normal Sup, puis j'ai passé l'agrégation, etc., etc. Mais pour tout vous dire, comme beaucoup de gens, en tout cas de ma génération, on avait un petit peu oublié que tout ça déboucherait sur l'activité de prof, c'est-à-dire vous passez la grève, vous pensez à la grève, vous êtes content de la grève, puis tout à coup, vous êtes envoyé en Picardie, devant des classes terminales, et puis il faut enseigner. Moi, la chance, si vous voulez, c'est que, alors c'est un peu qui tout, mais c'est comment on ne sait pas avant. Et la chance, c'est que j'ai tout de suite aimé ça. Et surtout, au bout de quelques années, où j'ai enseigné au lycée, dans le nord de la France, pendant 7 ans, j'étais en Picardie. Et assez vite, j'ai fait des cours à l'université d'Amiens, comme chargé de cours. Et là, j'ai vraiment eu le sentiment que j'étais à ma place, que j'y étais bien. Et donc, j'ai vraiment eu le désir intense de devenir professeur d'université, donc j'ai soutenu ma thèse, etc. J'ai eu la chance d'y arriver. Mais si vous voulez, très vite pour moi, l'enseignement, pas seulement la pratique et les deux filles, mais l'enseignement a été pour moi, je l'ai vécu comme une sorte de vocation. À tel point d'ailleurs que c'est en réalité indissociable de mon activité d'auteur, de philosophe, absolument indissociable. Oui, c'est ce que vous nous parliez juste avant voilà. d'allumer la caméra. Non, mais je pense que je pense qu'une philosophie qui ne s'enseigne pas et qui ne peut pas se transmettre, une philosophie qui n'est pas véritablement pensée, et donc je crois que c'est vraiment indissociable. Et en tout cas pour moi, notamment, comme je vous le disais, mon séminaire de M2, qui depuis maintenant je tiens pour la 19e année que j'ai ce séminaire à la Sorbonne, ça a été la source essentielle de tout ce que j'ai publié depuis 19 ans. Je suis professeur à Paris. Et c'est aussi dans l'échange avec vos étudiants. Alors c'est très intéressant parce que, oui, bien sûr, mais ce qui est très intéressant, et d'ailleurs dont j'ai fait l'expérience très récemment en revenant en présentiel, c'est que même s'il n'y a pas d'échange effectif, c'est même s'il n'y a pas de question, on peut arriver de faire des heures de cours de l'université sans que personne ne parle. Le seul fait que ce public soit là et que je perçoive, parce qu'on perçoit très vite évidemment, je perçoive leur disponibilité, leur attention, etc., et pour moi une stimulation intellectuelle incroyable. Et j'ai vu les différences. Quand j'enregistre mes cours tout seul sur mon iPhone, je dis ce que j'ai à dire, mais pour moi il ne se passe à peu près rien. Le même cours, j'ai fait l'expérience tout récemment, devant les étudiants en chair et en os, toutes sortes de choses surgissent, des perspectives s'ouvrent, etc. A fortiori, et c'est évidemment le cas très souvent, a fortiori lorsqu'il y a des questions. Et encore une fois, j'ai de la chance, je pense que j'ai les meilleurs étudiants du monde. Non, je suis absolument sérieux. Je pense que mon public de Master 2, c'est un public exceptionnel. D'abord, avec énormément d'étrangers, il y a 10-12 nationalités, donc des gens qui sont là, et c'est pas par hasard, qui parlent français, qui ont fait ce choix, tout ça. Et puis d'autres étudiants, tout simplement, qui viennent de Paris, mais qui ont un niveau de disponibilité, d'exigence, etc., qui est pour moi une stimulation fondamentale, si bien qu'effectivement, même quand j'écris un article, un livre, tout ça, je m'adresse implicitement à eux. C'est à eux que je m'adresse. Et donc, très concrètement, tous les livres que j'ai écrits depuis 19 ans viennent directement et indirectement de ce séminaire. C'est comme ça. C'est-à-dire, soit carrément, je pense, Métaphysique du sentiment, c'est un cours, et j'avais pas du tout songé à le publier, et puis Jospin Benoît m'avait demandé un livre, j'ai relu, je me suis dit, ça peut vraiment faire l'affaire, et finalement, ça a été publié. Ou inversement, on m'a commandé un livre qui était le Désir et le Monde, que j'ai appelé le Désir et le Monde, et du coup, j'ai écrit le livre, et j'en ai fait l'objet de mon séminaire. Et à chaque fois, ce qui me dynamise, c'est ce public et l'adresse à ce public. Et donc, pour moi, en tout cas, c'est absolument indissociable. L'enseignement, je veux dire, de la philosophie, l'écriture de la philosophie sont des choses indissociables. C'est pas d'ailleurs, je me demande ce que je ferais si j'avais pas un public. Vous voyez, comme certains chercheurs du CNRS qui n'ont pas d'étudiants, qui savent pas de personne, je ne sais pas comment je ferais. Parce que ce qui rythme mon travail, c'est ces rendez-vous. Vous voyez, voilà. Oui, d'une certaine manière, vos étudiants incarnent cette vie philosophique. Oui, bien sûr, oui, puis surtout, vous savez, il y a énormément de questions, le plus souvent extrêmement pertinentes. D'ailleurs, j'aimerais m'arriver de remercier les étudiants en livre, parce que parfois, des questions modifient les choses, me font avancer, Non, c'est une fécondité incroyable. Et comment considérez-vous votre statut de philosophe au sein de la société, de la cité contemporaine? C'est une vaste question. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai un statut de philosophe. J'ai un statut de philosophe pour ceux qui me lisent et qui, vous voyez, donc c'est un cercle très restreint. Disons que j'ai le sentiment, même si je n'ai pas par ailleurs d'engagement politique caractérisé, mais j'ai le sentiment que c'est ma manière à moi d'intervenir dans la cité, et je pense que c'est un mode d'intervention politique
qui n'est pas négligeable. Et alors, c'est pas pour dire que ça me déculpabilise, mais en tout cas, j'ai l'impression que pas tellement parce que j'écris, mais par mon enseignement, et notamment dans les premières années, j'ai l'impression que je ne suis pas totalement inutile et que mon travail peut produire des effets sur la société, c'est l'air rond, en tout cas sur les contemporains qui veulent bien me suivre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas, en tout cas, voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. Mais je ne me vis pas comme un penseur isolé, coupé, en tout cas par mon métier de professeur. Je serais du tout à cette place. Je me sens à la place de quelqu'un qui, à sa façon, d'ailleurs la seule qui me convienne et dont je suis capable, peut faire bouger des choses, produire des effets, etc. Mais pas que. Oui, et donc c'est ma manière d'être engagé dans l'espace politique. Qui est modeste, hein, mais en même temps, disons qu'il n'est pas négligeable. Ce qui fait quand les gens me demandent, mais qu'est-ce que tu fais, au fond, au sens, qu'est-ce que tu fais politiquement, je réponds que j'enseigne et que ça ne me paraît pas totalement vain. D'accord. Mais même, surtout l'année dernière, il y a eu beaucoup de remue, un peu ménage à la Sorbonne, et puis voilà, etc. Et on s'est rendu compte que les professeurs à l'université étaient assez présents quand même. Oui. Plus ou moins implicitement, en fait. Mais pas l'enseignement aussi. Enfin bref. Vous avez sûrement sorti à Paris un soutien. Après, c'est des questions de... Et même dans cette beauté en fait, de l'université, d'un échange, en fait, et dans les périodes politiquement chargées, ça n'influe pas forcément sur les cours. Donc, mais c'est là qu'on se rend compte que vraiment l'université est vraiment un cercle d'échange et qu'une autre discussion peut s'engager aussi avec les professeurs. Et j'ai trouvé ça très fort, mine de rien. Mais c'est vrai, vous avez raison. J'ai toutes sortes d'occasions de parler avec mes étudiants de toute autre chose que de ce pourquoi nous sommes là en principe, c'est-à-dire tel cours. Ça, vous savez, ce n'est pas donné et ça dépend de l'université. Il y a des espaces plus ou moins, pas physiques, mais institutionnels, qui permettent plus ou moins. Et c'est vrai qu'on peut porter au crédit de Paris 1 le fait qu'il y ait une atmosphère qui, disons, permet ça et voire le favorise. Ça, c'est vrai. C'est pas partout comme ça, vous savez. Et même à Paris 4, oui. Et vous, donc, vous proposez, donc, comme vous en parlez, un cours de M2 qui est très important parce que c'est là aussi se construit votre système à vous. Mais vous enseignez aussi des introductions à la phénoménologie, laquelle on pourrait très simplement définir peut-être comme une méthode descriptive de l'apparaître. mais donc, vous enseignez toute cette introduction à la phénoménologie qui est énorme. Et donc, ma petite question, c'est qu'est-ce que ça fait, en fait, d'enseigner la phénoménologie? Est-ce que c'est différent d'enseigner la phénoménologie de, par exemple, l'histoire de la philosophie classique, moderne, contemporaine? Qu'est-ce que ça fait? Moi, ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Je veux dire, moi, j'enseigne ce que je connais, c'est-à-dire ce dans quoi je suis investi depuis très longtemps. Et ce qui a sens pour moi, vous voyez. Et donc, ce qui est vrai, par contre, c'est que je fais l'expérience tout le temps, mais encore tout récemment, c'est le fait que quand j'enseigne la philologie, y compris d'ailleurs à un niveau élémentaire, non seulement je ne m'en lasse pas, mais ça me procure une certaine joie. Et même, je découvre encore des choses, et y compris par exemple dans des cours de première année, vous voyez, des cours qui sont absolument introductifs, qui ne supposent rien. Et ça, ça veut dire qu'en philosophie, il n'y a pas de niveau, c'est-à-dire que vous enseignez la philosophie, après vous donnez des médiations plus ou moins importantes, mais donc même dans un cours absolument introductif et élémentaire, vous pouvez non seulement aller à l'essentiel, mais découvrir des choses essentielles. Oui. Mais oui, vous avez raison, la philologie, Ricoeur disait, c'est une démarche qui consiste à faire apparaître l'apparaître. Donc effectivement, il s'agit de se porter au plan de l'apparaître. Alors, disons plutôt des apparitions que des apparaissants. C'est-à-dire c'est plutôt une manière de rejoindre des apparaissants à partir de leurs apparitions, et surtout de s'interroger et de s'intéresser à la structure de la relation entre l'apparaissant, comme vous dites, et les apparitions. Parce que l'apparaître, c'est quoi? C'est ça. C'est la relation, et c'est la modalité de relation entre l'apparaissant, ce qui apparaît, et l'apparition. Et la logie, elle tente de penser ce rapport et les règles éventuelles qui régissent ce rapport. Et parce qu'on ne s'adresse pas forcément à des étudiants de philosophie, et encore moins des étudiants qui seraient connaisseurs un peu en phénoménologie. Et pour essayer à grosses lignes, vous me dites si je me trompe, hein, mais si on peut essayer de
entre guillemets, vous contextualiser, on peut essayer de vous inscrire dans une histoire de la phénoménologie, notamment post-husserlienne, où déjà de nombreux auteurs phénoménologues ont essayé de pointer et de résoudre à leur manière les limites au système husserlien qui se cristallisaient notamment dans la conscience transcendantale. Et par exemple, Patočka, il le dit, je ne sais plus à quel endroit, ce n'est pas tant la thèse du monde qu'il faut remettre en question ou suspendre, mais aussi la thèse de l'ego. Et donc, il y a eu des auteurs comme Patočka ou même Dufresne qui ont porté leur non plus le primat sur l'ego, mais sur le monde d'une certaine manière. Et donc, comment vous inscrivez-vous dans cette histoire et est-ce que vous pensez avoir, d'une certaine manière, renouvelé aussi cette histoire de la phénoménologie? Quelle est, entre guillemets, si je peux dire, la mesure de votre propre conviction par rapport au système que vous construisez perpétuellement? C'est une très vaste question. Alors, il faut revenir d'abord sur ce que vous avez rappelé concernant Patočka, etc. Ce qui est vrai, c'est que, disons qu'il y a une postérité husserlienne, principalement française, pas seulement, parce qu'il y a Patočka, disons Sartre, mais Merleau-Ponty surtout, Patočka, et puis ensuite, peut-être Dufresne, effectivement, et moi-même, si je m'inscris dans cette ligne, effectivement, je m'inscris dans cette ligne, qui a, comme vous l'avez très bien dit, qui a questionné, disons, l'idéalisme husserlien, et donc le primat de la subjectivité transcendantale, et donc la théorie de la constitution, c'est l'idée au fond que la conscience est l'origine du monde, comme dit Fink, c'est-à-dire que le monde est constitué par la conscience, c'est-à-dire que l'être du monde réside dans l'activité de la conscience transcendantale. Et ce qui est vrai, c'est que tout ce courant post-husserlien, alors il faudrait bien sûr en venir à l'influence de Heidegger dans cette histoire, parce que Heidegger a joué un rôle fondamental, évidemment. Enfin, en tout cas, si on en reste à cette tradition, elle a consisté effectivement à contester, disons, ce primat de l'ego transcendantal et à redonner du poids au pôle mondain de la corrélation. Et donc, comme vous disiez, ça qu'il s'agit, bien sûr qu'il s'agit toujours de neutraliser le monde, vous disiez pas tant, il s'agit bien sûr de neutraliser le monde, mais non pas pour revenir à la conscience transcendantale comme constitutive du monde, mais au contraire, neutraliser le monde et neutraliser également l'ego transcendantal, c'est remettre dans la parenthèse de l'époquée, comme le dit Patočka, pour découvrir que l'a priori de l'apparaître, loin d'être un ego transcendantal, c'est la mondanité du monde, c'est le monde lui-même. C'est-à-dire, au fond, toute apparition est co-apparition du monde, c'est-à-dire l'a priori de l'apparaître, c'est la mondanité. Ce qui veut dire que ça revient à rééquilibrer les choses, à faire peser, en quelque sorte, faire la balance, faire pencher la balance du côté du monde. Voyez. Et donc, c'est donc des phénoménologues qui, bien entendu, remettent en avant la place, le rôle du corps dans la perception, la conscience incarnée, et donc mettent en avant la dimension de l'appartenance au monde du sujet pour lequel il y a un monde. Et effectivement, je m'inscris dans cette ligne-là, et alors je ne peux pas vous résumer ça en mots, évidemment, mais enfin, ma démarche a consisté, surtout dans mon dernier livre, d'ailleurs, mais a toujours consisté à m'engager dans cette voie et à tenter d'aller au bout de cette démarche, donc de radicaliser cette démarche. C'est pour ça que les livres que j'écris sur des auteurs portaient sur Merleau-Ponty et sur Patočka. Je me suis détaché de Merleau-Ponty assez vite, de Patočka plus tard, au moment où j'ai compris où, évidemment, se situait sa limite, disons, et j'ai l'impression d'avoir poursuivi dans cette voie, c'est-à-dire dans la voie d'une phénoménologie qui finit par penser le monde comme le véritable sujet de l'apparaître, voyez, et donc qui évidemment minimise le rôle du sujet, et même va dans le sens d'une phénoménologie asubjective, c'est-à-dire qui met en avant les dimensions absolument incarnées et absolument anonymes du sujet de l'apparaître. Mais je le dis très vite, évidemment, il faudrait, ça appellerait... Mais disons qu'en tout cas, je me suis dit dans cette ligne, et vous voyez, dans le ligne d'une désubjectivation de l'apparaître. Une radicalisation dans cette histoire. Absolument, absolument. Et là, je pense que c'est, voilà, si j'ai la place qui m'est octroyée de fait celle-ci, vous voyez. Donc oui, radicalisation. Jusqu'à d'ailleurs, et c'est pour ça que je travaille de plus en plus sur les cosmologies, jusqu'à l'idée qu'on trouve chez Fink et chez Patočka d'un apparaître anonyme. C'est l'idée, si vous voulez, que loin de l'apparaître du monde soit suspendu à une conscience, soit corrélatif à une conscience, comme toute la tradition, en tout cas husserlienne, le disait, réussir à penser à un apparaître anonyme du monde, c'est-à-dire un apparaître qui n'est apparaître à personne. Autrement dit, c'est parce que le monde apparaît qu'il peut m'apparaître.
Alors que dans la tradition husserlienne, l'apparaître du monde est absolument corrélatif d'un apparaître A. Vous voyez, c'est un apparaître du monde, il repose sur l'activité subjective. Eh bien, l'idée fondamentale, c'est de comprendre que la subjectivité même, elle est tributaire. Vous voyez, et la subjectivité, c'est toute notre existence subjective, elle est tributaire d'un apparaître qui est l'œuvre du monde et qui la précède. Et donc, de toute façon, on prolonge, on se situe dans le sillage d'un apparaître qui nous précède. Et donc, c'est un apparaître qui est très difficile à penser, évidemment, mais un apparaître anonyme, adressé à personne. Donc, c'est l'idée c'est de penser l'essence du monde comme son propre apparaître. Alors, on voit bien, du coup, comment ça nous conduit du côté d'une cosmologie, parce que ça veut dire qu'il faut penser quelque chose comme un mouvement du monde, d'un mouvement, je vais dire tendance, c'est pas le bon mot, mais d'un procès qui est celui qui est un procès de phénoménalisation. Vous voyez. Alors ça évidemment ça a toutes sortes de conséquences, mais voilà en tout cas l'horizon théorique dans lequel je me situe, qui effectivement relève d'une radicalisation des auteurs dont j'ai parlé, de Merleau-Ponty et Patočka principalement. Et vous aviez donc publié Métaphysique du sentiment, et là maintenant l'appartenance vers une cosmologie, vers une ontologie phénoménologique. Cosmologie phénoménologique. Cosmologie. Est-ce que il y a comme une sorte de basculement en fait entre métaphysique du sentiment et l'appartenance, dans le sens où on passerait d'une métaphysique à une ontologie, ou est-ce qu'on n'est pas dans une ontologie chez vous? Alors, je pourrais vous répondre très précisément, mais c'est un peu technique. Métaphysique du sentiment, enfin, comme Le désir et le monde, ce sont deux livres qui sont la suite, la conséquence d'un livre qui est pour moi un livre important, qui a pour titre Dynamique de manifestation, un livre de 2013, où là vraiment je vais aussi loin possible dans une théorie de manifestation, où je distingue un plan phénoménologique, un plan ontologique et un plan métaphysique. Voilà. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail peut-être maintenant, mais si vous voulez, ça c'est une séquence de mon travail qui correspond à ces trois livres, des manifestations, métaphysique du sentiment, le désir et le monde, où je vais au bout d'une certaine conception de la phénoménalité qui était la mienne à l'époque, et puis je me suis rendu compte que c'était encore trop de listes, qu'il y a des choses qui ne marchaient pas, et donc avec ce dernier livre, l'appartenance vers la cosmologie phénoménologique, j'ai bougé, en reprenant la question du corps à nouveau frais. Et j'ai renoncé notamment à l'usage du concept de métaphysique et d'ontologie au seul profit d'une cosmologie phénoménologique. Donc il y a là aussi une radicalisation, mais qui a impliqué une simplification dans un sens. Oui, c'est vrai, parce que dans le métaphysique, en tout cas, je crois que c'est Sartre qui disait que la question de la métaphysique, c'est pourquoi y a-t-il de l'être, pourquoi y a-t-il l'être, donc pourquoi l'être est-il donné, pourquoi il y a une donation de l'être. Donc la métaphysique inclut le sujet. Donc, c'est comme vers une phénoménologie subjective, vous vous débarrassez entre guillemets de la métaphysique qui inclut Oui, bien sûr. Sauf que moi j'entendais métaphysique en un sens, dans mon livre Dynamique de manifestation, j'entendais métaphysique en un sens d'autre. Si vous voulez, il y avait un plan phénoménologique qui reposait sur l'analyse du modèle du sujet comme dynamique, c'est-à-dire le mouvement constituant au fond l'essence de l'intentionnalité. Ensuite, je montrais, ça c'est le plan phénoménologique. Ensuite, je montrais que le sujet pouvait fonctionner comme témoin ontologique du monde auquel il appartenait, à la faveur d'une sorte de métonymie ontologique. Et donc, je revenais à conclure que le monde auquel appartient le sujet est un monde lui-même processuel. Et là, je passais à un plan ontologique qui concernait l'être du monde, voyez, que j'appelais archivie ou archimouvement, montrant que le monde, c'était un procès d'individuation. Et sauf que, évidemment, et c'est là d'ailleurs, c'est le point sur lequel je suis revenu par la suite, ce procès d'individuation ne me permettait pas de rendre compte de l'individuation des vivants. Et l'idée, c'est que les vivants, dont nous sommes, et donc les humains, procédaient de ce que j'appelais un archi-événement, c'est-à-dire une scission au sein du procès de modification, au sein du procès de l'eau, au sein de la physis, au sein du cosmos. Et donc, par définition, comme c'était un événement, c'est pour ça que je choisissais le concept d'événement, c'est quelque chose qui est sans cause ni raison. Et je montrais que l'individuation des vivants, par différence avec l'individuation des autres étangs, c'est une individuation qui repose sur une séparation fondamentale, elle-même renvoyant à cet archi-événement. Et je nommais métaphysique ce plan-là, le plan qui renvoyait à cette séparation. Alors, c'est un sens de métaphysique très particulier, c'est pour ça que je me permets de vous dire. C'est pas la métaphysique au sens classique de la recherche des causes et des raisons, c'était la métaphysique en un certain sens husserlien, tardif d'ailleurs, qui est plutôt l'enregistrement d'un archi-fait sans cause ni raison. Donc c'est l'idée que
Voilà. Au fond, le sujet, loin d'être le lieu même de la raison, c'était le sans raison par excellence. C'était que nous étions, et les autres vivants, les produits d'une sorte de scission à l'intérieur du monde, du détachement du monde en son sein. Donc, il n'y a rien d'autre à dire que ceci, qu'il affecte le monde, mais que le monde n'en est pas la source. Vous voyez. Donc, j'avais bien 3 plans phénoménologiques, ontologiques, métaphysiques. Merci. Sauf que, évidemment, le problème, si vous voulez, c'est que il y avait encore la dualité entre 2 plans d'individuation, un plan d'individuation par le procès mondain, et puis un plan d'individuation par séparation. Et donc encore un clivage résiduel entre les vivants et les non-vivants. Oui. Et dans mon dernier livre, j'ai évidemment dépassé ce résidu de dualisme. Voilà. Vous reprenez du coup l'idée, enfin, pour préciser, mais l'idée de Hans Jonas, du coup, une ontologie universelle de la vie. Oui. Et peut-être est-ce que vous pouvez, mais très succinctement, dire pourquoi ce que c'est la vie pour vous et son lien qu'elle a avec la philosophie. C'est une question énorme. Alors, ontologie universelle de la vie, dans le phénomène de la vie, Hans Jonas montre effectivement une mutation dans l'histoire de la métaphysique, qui c'est très éclairant, qui est la suivante. Jusqu'à, disons, l'époque moderne, le sens d'être de l'être, c'était l'être en du vivant, et la mort était vécue comme l'exception de l'accident ontologique par excellence. Et la mutation de l'âge classique, du mécanisme classique, mais qui converge évidemment avec la gnose, avec un courant gnostique, donc hyper spiritualiste, si vous voulez dire, elle a consisté à renverser les choses et à considérer que l'être inerte, et donc le mécanisme, c'est le modèle même de l'être, le sens même de l'être, et c'est tout à coup la vie qui fait l'exception. Et donc, évidemment, on passe, alors, ce qu'il appelle l'ontologie universelle de la mort. L'ontologie universelle de la mort, c'est une ontologie pour laquelle la mort, c'est-à-dire la vie inerte, est le sens d'être originaire de l'étant, vis-à-vis duquel l'être en vie apparaît comme une exception. Alors, vous voyez, ça débouche sur le cartésianisme et sur l'idée que les animaux sont des machines, et puis c'est tout. Autrement dit, il n'y a pas de vie. On est soit en deçà de la vie, avec un mécanisme qui concerne la matière, soit au-delà de la vie, avec une conscience ou un esprit. Mais la vie comme telle n'existe pas. Alors évidemment, là où je me suis dit dans une ontologie universelle de la vie, alors pas au sens évidemment où Jonas l'entendait, puisque ça renvoie, disons, éventuellement à une pensée primitive, etc. Mais c'est au sens simplement où, au contraire, toute ma démarche a consisté à mettre en avant la vie comme, au fond, le mode d'être de l'être. C'est pour ça que la définir, c'est même sans doute pas possible, sinon sous la forme d'un procès phénoménalisant. Qu'est-ce que c'est que la vie ? C'est le sens même de l'être. C'est pour ça que c'est une ontologie universelle de la vie. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est le sens même de l'être, mais la vie, alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la vie, c'est pas la vie des vivants, c'est une vie universelle, anonyme, c'est une vie qui se confond avec le physis, vous voyez ? Et pourquoi vie ? D'abord parce que c'est un procès phénoménalisant, et puis pourquoi vie ? Parce que notre vie de vivant procède de cette vie ou s'inscrit dans cette vie. C'est l'idée, si vous voulez, qui par contre traverse un certain nombre de livres, en tout cas, c'est que tout simplement, de notre mouvement, nous ne sommes pas la source, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de spécificité ontologique de la mobilité qui fait que nous ne pouvons nous mouvoir, parce qu'on définit vivant par automouvement, nous ne pouvons nous mouvoir que dans la mesure où nous nous insérons dans une mobilité originaire qui n'est pas la nôtre, qui est celle de la physis elle-même, vous voyez. Et de même, nous ne pouvons faire apparaître le monde et donc exister comme sujet, disons comme conscience, que dans la mesure où nous nous insérons dans un procès de phénoménisation qui est l'œuvre du monde lui-même, j'en parlais tout à l'heure, et qui est intrinsèquement anonyme, vous voyez. Et donc, au fond, on ne commence jamais le mouvement, on commence dans le mouvement. Vous voyez, c'est comme un surfeur qui prend la vague, vous voyez, on prend la vague de la vie, et c'est pour ça qu'il m'arrive de dire que la mort empirique est une naissance métaphysique, parce qu'évidemment, quand je meurs empiriquement, c'est-à-dire que je me désindividue, je rejoins l'archivie. Et de même que la naissance est une mort métaphysique. La naissance empirique, c'est une mort métaphysique, puisque c'est une séparation, en tant qu'individu, de l'archivie anonyme, vous voyez. Et donc, pour toutes ces raisons, évidemment, la vie occupe une place centrale. Donc, c'est une ontologie universelle de la vie, vous voyez, en un sens phénoménologique. Pas au sens, évidemment, où Hans Jonas la définissait. Et le rapport, donc, quel lien vous faites, vous, entre cette vie phénoménologique et le discours philosophique ? C'est une question très compliqué. D'ailleurs, le discours philosophique, ce n'est rien d'autre qu'un cas particulier du discours tout court du langage. La question, c'est celle du statut du langage dans cette histoire. Vous voyez, alors j'en ai parlé un peu dans Métaphysique du sentiment. On m'a interrogé récemment là-dessus. Mais ce qui est certain, c'est que
dans le langage, il y a une dimension de séparation. Le Bonnefoisel, le langage de notre chute, vous voyez, il y a une dimension de séparation. Et donc, c'est d'ailleurs pourquoi, à l'époque de Métaphysique du sentiment, je mettais typiquement le langage au compte de cet archi-événement séparateur. Vous voyez. En quoi, d'ailleurs, je me inscris complètement faux par rapport à Lacan, puisque Lacan pense le symbolique comme l'opérateur de la séparation, alors moi, je pense la séparation comme l'origine du symbolique. Vous voyez. Mais en même temps, le langage atteste une proximité radicale au monde, puisqu'on peut le dire. Vous voyez. Et donc, il faut réussir à penser cette affaire-là. Mais là, je me contente de poser le problème, mais je ne vais pas m'engager maintenant dans ce qui serait la voie de la solution. Je suppose que je sois en mesure de le faire, d'ailleurs. Parce que si vous voulez, pardonnez-moi, moi je me situe à un niveau vraiment, disons, originaire, au niveau de ce que Merleau-Ponty appelait la couche solipsiste, c'est-à-dire le sujet dont je parle dans tout ce que j'évoque rapidement et sommairement, le sujet dont je parle, c'est un sujet... c'est le sujet pour lequel il y a un monde. C'est-à-dire, c'est le sujet pour lequel quelque chose apparaît. C'est le sujet de la perception. C'est-à-dire, c'est pas encore le sujet parlant, et c'est encore moins, du coup, le sujet sexué, le sujet politiquement engagé, etc. Parce que, et toute la question ici, moi, je pense à des anciennes doctorantes ou doctorants avec qui on parle de ça, qui me disent, mais au fond, le sujet, il est toujours déjà sexué, engagé politiquement, situé dans un espace social. Ça. Moi, je crois effectivement, en tant que phénoménologue radical, en quelque sorte, je crois qu'il est possible, pas abstraitement bien sûr, parce que empiriquement on est tout ça, mais abstraitement, il est possible de faire apparaître une couche qui est celle de la phénoménalité pure, c'est-à-dire celle de celui pour qui, je dis celui, c'est notre évidemment, de celui pour qui il y a quelque chose. Et la question, c'est tout simplement de déterminer le mode d'être de celui pour qui quelque chose apparaît. Et d'écrire par là même la modalité de cet appareil, ce que Husserl appelait l'a priori universelle de corrélation. Oui. C'est-à-dire que l'étang, le sens d'être de l'étang, c'est son apparaître une conscience, et le sens d'être de la conscience, c'est son être ouvert à l'étang et son être porté sur l'étang. Et toute la question, c'est quel est le mode d'être de la conscience et quel est le mode d'être de l'étang, de telle sorte que cette relation soit possible. Moi, c'est ce qui m'intéresse, voilà sur quoi je travaille. C'est pas très, évidemment. Non, mais c'est vrai que... En fait, ça me fait juste penser à une expérience, c'est quand on est en cours avec vous et qu'on est agrippé à notre clavier ou à vos paroles et que en fait, à un moment donné, on décroche parce que ça arrive et que les paroles philosophiques ne sont plus que des variations sonores et plus ou moins mélodieuses et du coup, là, on arrive à un autre stade du questionnement qui est complètement diffus, mais et séparé du cours. En fait, c'est comment on en arrive en fait à des chemins métaphysiques cosmologiques. Est-ce que on vit est-ce que vous avez une attitude particulière de vie, une attitude métaphysique, pas une métaphysique? Non, mais vous savez, il faut pas sur la vision, je veux dire, quand ça se passe, on s'intéresse à un auteur. Moi, ça a été très vite Merleau-Ponty, parce que je sentais qu'il y avait là quelque chose on travaille beaucoup, on fait une thèse, on publie, et puis après, on est tenaillé par un problème et par le sentiment d'insatisfaction de ce qu'on a écrit. C'est tout simple, hein. Je crois que tout philosophe dirait ça. Alors, à chaque fois que j'écris un livre, moi je me dis, ça y est, je suis tranquille, parce que moi, je fais mon passé de philosophie, vous savez. Il y a plein d'autres choses dans la vie qui me passionnent, mais en même temps, je me dis, non, il y a un truc qui ne va pas, il faut... vous voyez, puis parfois, je reçois aussi des comptes rendus, des remarques, tout ça, et puis voilà. Et puis je dis, il faut que ça touche, il y a quelque chose qui ne va pas. Puis alors là, par contre, là, on ne décide pas. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui fait qu'on entrevoit la voie de solution, ou pas tout de suite. Moi, jusqu'ici, ça s'est enchaîné comme ça. Et donc, c'est un travail très souterrain, vous voyez, qui ne passe pas nécessairement par un travail énorme de lecture ou d'écriture. Bon, j'écris, il faut écrire beaucoup quand même. Mais c'est un chemin qui se fait, vous voyez, et qui débouche sur des livres qui apparaissent, comme le dernier livre, par exemple. J'ai le sentiment, ça y est, que je suis à peu près tranquille et que je tiens l'affaire, mais jusqu'à ce que je me dise qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous voyez. Mais, donc voilà. Alors, ça veut dire, je vous dis ça parce qu'en fait, c'est une activité qui, jusqu'à un certain point, est scindée, séparée de la vie empirique, vous voyez. C'est la question qu'on peut se poser. Oui, alors ça ne veut pas dire que ça ne trouve pas des échos dans la vie empirique à travers mon rapport à l'art, mon rapport à la nature, etc. Ça ne veut pas dire que dans ma vie courante, je ne sois pas conduit à m'interroger sur le monde, évidemment. Au contraire.
Oui, bien sûr. Mais enfin, disons qu'il y a une relative étanchéité. Il y a ce que Rousseau disait, il y a l'activité professionnelle du philosophe, et puis il y a la vie empirique. Heureusement d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'on a une vision naïve finalement de se demander comment un philosophe justement mène sa vie, puisque surtout quand c'est pas du tout par exemple un philosophe qui pose des questions très concrètes, mais plutôt donc métaphysiques ou cosmologiques. C'est vrai qu'il y a cette question qui se pose, mais comme vous dites, l'art du coup est très important par exemple, et puis toute la vie à côté. Ça moi j'ai l'impression de mener la vie de tout le monde, ouais. et comment faire autrement. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des points de passage, des trouées, des expériences même esthétiques, ou pas d'ailleurs, mais qui tout à coup font bouger les choses. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que je me rends compte que j'ai constamment ça en tête. C'est une sorte de fil continu. Mais c'est pas déplaisant, hein, c'est pas angoissant, ni ça ne taraude pas. Mais c'est constamment, et puis de temps en temps, ça affleure, je dis non, mais là, il y a quelque chose qui doit bouger, ou là, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis parfois même, ça devient un peu urgent, et donc, je crois que tout le monde est comme ça. Hein. Enfin, tous les philosophes, en tout cas. Je prends des notes, il y a une sorte comme ça de fiel, je dis, ah oui, ça y est, hop, et là, j'ai besoin d'écrire, et je prends des notes, j'ai plein de notes comme ça, c'est tout. Et après, les circonstances font que je décide de faire un livre. Mais la contingence joue beaucoup, par exemple, ce dernier livre, qui est pour moi important, qui est vraiment un tournant, je pourrais dire pourquoi. J'avais un sentiment d'insatisfaction à la suite des 3 livres dont je vous ai parlé. Et en fait, tout veut dire un mini-mémoire validant le Master 2, un mini-mémoire de 15 pages d'Annie Kuhnert, qui s'est mis à parler d'Augustin Berg et puis de Wasuji Tetsuro, le philosophe japonais, traduit par Augustin Berg. Et là, tout à coup, je me suis dit, mais il touche quelque chose, et ça a été absolument révélant. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai compris dans quelle voie j'allais pouvoir résoudre mon problème. Et j'ai tiré le fil après, j'ai travaillé, j'ai lu des choses, etc. Et j'ai tiré le fil et ça a donné ce livre. Donc il y a une dimension de contingence. Mais en même temps, ce qui est très troublant, c'est que, enfin moi je suis comme ça en tout cas, c'est qu'il y a toujours une harmonie entre votre attente, votre désir et les événements. C'est-à-dire que, par exemple, les livres, moi je lis très peu, enfin je lis beaucoup de littérature, je lis presque que des littératures et très peu de philosophie, mais les livres que je lis, c'est des livres dont je pressens. Il y a une sorte d'étrange harmonie, d'étrange pression, ce qui fait que je pressens qu'il va se passer quelque chose avec ce livre. Et la plupart du temps, c'est le cas. Et d'ailleurs, je ne lis que les livres. Je lis des trucs comme ça, par curiosité, par intérêt, comme ça, c'est autre chose. Mais des livres qui vraiment m'importent, c'est des livres dont je sais que ça va faire bouger les choses. Et je ne sais pas pourquoi, mais on le sait avant. Et comme une sorte d'intuition. Absolument, oui, de préscience et de rencontre. On se dit, tiens là. Et donc, c'est pour vous dire que cette scène que je raconte de ce mini-mémoire, en même temps, disons que j'étais prêt à l'accueillir, mais c'est comme tout dans la vie, quoi. Les choses n'arrivent et n'ont d'effet que si vous êtes prêt à les accueillir. En fait, il vous arrive plein de choses tout le temps, mais simplement, vous ne les voyez pas. Et puis, quand vous êtes prêt à accueillir ce qui arrive, ça arrive vraiment, quoi. Voilà. Et je pense qu'en philosophie, c'est comme ça, d'ailleurs, dans la vie aussi, si je peux dire. Et j'aurais bien aimé vous interroger à un niveau plus esthétique, justement. Dans les cercles étudiants, régulièrement, j'entends cette critique, ou cette pique plutôt, de ceux qui sont un peu plus analytiques ou logiciens, qui me disent régulièrement « Ah, mais tu sais, les phénoménologues sont que des poètes. » Mais c'est vrai qu'il y a une certaine peut-être poéticité dans l'écriture des phénoménologues, et même dans les objets des phénoménologues. Mais à quoi répondez-vous à cela? Alors écoutez, j'assume totalement, et moi je vis ça comme une éloge. Et je veux dire au sens où... Alors ça, c'est une position, alors évidemment, vous doutez bien que je n'ai rien de commun avec les philosophes analytiques. Là, pour moi, ça ne relève pas de ce que j'entends par philosophie, c'est tout à fait autre chose. Mais en tout cas, je n'en dirai pas plus. Mais en revanche, j'ai le sentiment, d'ailleurs j'avais écrit un article là-dessus, là, on m'avait demandé pourquoi écrivez-vous. D'ailleurs, j'avais le sentiment de ne pas écrire, parce qu'au fond, seul, à mon avis, les poètes écrivent vraiment. En tout cas, tout ça pour vous dire que j'ai le sentiment que la phénoménologie, elle est quelque part déposée dans les œuvres poétiques, en tout cas dans le poétique, il y va très profondément d'une démarche phénoménologique, et d'une certaine façon, j'ai l'impression de faire avec, comme disait Bergson, avec des instruments très lourds et très grossiers, c'est-à-dire du prêt-à-porter plutôt du sur-mesure, de faire ce que les poètes font, mais voilà, dans le champ conceptuel. Mais, donc je me sens une affinité, d'ailleurs j'ai toujours
un rapport très proche à la poésie, et je me sens une affinité fondamentale. Et pour moi, il n'y a pas... Alors évidemment, il y a une coupure en un sens fondamental, parce que c'est la différence entre le langage poétique et le langage conceptuel, qui est voué à être entendu, transmis, partagé, tout ça. Mais néanmoins, j'ai l'impression que, par exemple, quelqu'un comme Jacotet, qui vient de mourir malheureusement, que j'admire énormément, Jacotet, il fait constamment un travail de phénoménologue, mais alors vraiment, même les choses. Et d'une certaine façon, j'ai l'impression que moi, je fais la même chose, mais à ma façon et plus modestement, puisque plus grossièrement, parce qu'encore une fois, les outils sont beaucoup moins fins. Et donc, mais c'est ce que disait Bergson, la philosophie. Ce qui manque à la philosophie, c'est le concret. Et Bergson ajoutait qu'effectivement, les concepts sont comme du prêt-à-porter, les concepts en tout cas de la tradition. Et ce qu'il faut, c'est trouver des concepts qui sur mesure, fins. Et donc voilà, il y a je crois qu'il y a une proximité fondamentale. Alors maintenant, vous allez me dire, évidemment, c'est une certaine conception de la poésie, parce qu'il y a toute une poésie textualiste qui s'en fiche complètement, mais ça veut dire qu'à mes yeux, la poésie qui m'apporte en tout cas, et qui est digne de ce nom, c'est celle qui est traversée par tout simplement par ce rapport au monde et cette tentative de dire le monde, vous voyez, de dire l'apparaître du monde comme tel, quoi. Une intime séparation avec et intime intimité aussi, intime proximité aussi. Parce que la séparation, c'est plutôt le monde pragmatique, familier, puis le monde objectif de la science et de la connaissance qui nous sépare. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le monde pré-objectif. Oui, alors peut-être que cette impression de fracture, c'est avec du coup non, je sais pas comment dire. Non, je veux dire, la fracture, justement, la fracture, elle n'est pas donnée. Moi, je pense qu'il y a un plan de parenté fondamentale, non seulement de complicité, mais pour qu'il y ait complicité, il faut qu'il y ait parenté ontologique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'idée que je défends l'idée du sujet que je défends, c'est celle d'un sujet qui est originairement du côté du monde, et c'est parce qu'il y a du monde, très profondément, qui peut le faire paraître. Et qu'est-ce qu'elle fait, la poésie? Eh bien, elle tente de dire, à sa façon, de toutes sortes de façons, évidemment, cette appartenance, et par là même, cette parenté ou cette intimité originaire. Mais alors, avec quel monde? C'est plus le monde de la science, c'est même plus le monde quotidien. C'est un monde originaire, mais qui est le monde même, saisi justement à même son apparaître. Vous voyez? Mais oui, et c'est vrai qu'il y a encore cette... Enfin, je sais pas, donc vous posez pas, par exemple, comme le frère Michel Henry, le monde de la représentation, le monde objectif de la science et un monde originel. Alors Michel Henry, il ne parle pas de monde pour ce monde-là. Il distingue deux phénoménalités, deux plans phénoménaux différents, radicalement différents. L'une qui évidemment du côté du monde qui est extatique, c'est-à-dire c'est l'idée qu'au fond, c'est celle selon laquelle, cette tradition selon laquelle l'apparaître implique la distance, non pas au sens empirique, parce que là que apparaître, c'est nécessairement apparaître à distance. C'est ce qu'il critique sous le nom de monisme de la tradition métaphysique, et à cette phénoménalité dérivée, il oppose une phénoménalité originaire pour répondre à la question suivante, tout simplement. Est-ce que le sujet le rapport à lui-même du sujet intentionnel est intentionnel? Autrement dit, est-ce que la manière dont l'intentionnalité s'apparaît est intentionnelle? Et il montre que, bien entendu, non, que la manière dont l'intentionnalité s'apparaît n'est pas intentionnelle. Et donc, la phénoménalité originaire, elle est caractérisée par ce qu'il appelle l'auto-affection pure, c'est-à-dire un rapport du sujet à lui-même absolument sans distance. Une indistance absolue, une clandestinité absolue, une proximité absolue, ce qu'il appelle auto-affection pure, qui apparaît dans l'affectivité. Souffrance, joie, typiquement, comme il le dit, vous voyez. Et donc, la manière dont une chose m'apparaît dans le champ perceptif n'a rien à voir avec la manière dont je m'apparais moi-même. Et simplement, bien entendu, la seconde phénoménalité est plus originaire que la phénoménalité extatique du monde. La phénoménalité extatique du monde, elle est commandée par la phénoménalité originaire de l'auto-affection pure. Donc, si bien quelqu'un qui est acosmique et qui critique le monde, c'est bien Michel Henry. De ce point de vue-là, je l'écris souvent, je suis aux antipodes de Michel Henry, puisque moi je pense, contrairement à Michel Henry, qu'il n'y a pas d'auto-affection sans hétéro-affection, c'est-à-dire que je ne me rejoins que par la médiation du monde. Et qu'au fond, comme le dit même Patochka, dans l'ego, il n'y a rien à voir, nous sommes absolument vides. Il n'y a rien à voir. Vide, non pas comme une coque vide, mais ça veut dire que nous existons sur un mode tel qu'il n'y a rien à trouver en nous, parce que nous sommes projetés dans le monde, et tout ce que je suis, tout ce que je deviens, tout ce que je me fais être, c'est par la médiation du monde, bien entendu. C'est-à-dire en vous ou en nous, il n'y a rien d'autre que, au fond, l'histoire de notre rapport au monde, tout simplement.
Et donc, c'est évidemment une position qui consiste à mettre en avant vraiment une hétéro-affection fondamentale, et donc une extase fondamentale. Et de ce point de vue-là, évidemment, c'est pour ça qu'il y a des choses qui ont été écrites, évidemment, sur mon rapport à Michel Henry, parce que je suis absolument opposé à Michel Henry, que j'ai connu un peu, pour qui j'ai beaucoup d'admiration par ailleurs, comme homme et comme penseur, mais en vrai, philosophiquement, c'est-à-dire que c'est une vraie philosophie, une intuition fondamentale, puissante, qui irrigue sa pensée. Mais je veux dire que je suis aux antipodes dans le champ phénoménologique. Voilà. Oui. D'accord. Quand on pense à la philosophie, on pense au logos, classiquement, ou juste quand on connaît. Enfin, tout de suite, on peut penser à une séparation entre le logos et par exemple le pathos. Et or, la philosophie contemporaine et par ailleurs la phénoménologie post-sociale a comme réinvesti d'une certaine manière le champ de la sensibilité ou du sensible ou de l'affectivité, même si c'est des concepts qu'on met dans un gros panier, mais il y a comme ça, et puis c'est aussi se rappeler que dans la philosophie il y a le sentiment de l'amour, et donc vous-même vous avez utilisé le terme de sentiment qui a une certaine acception, mais peut-être est-ce que vous pouvez développer l'idée de sensibilité par rapport à la philosophie. En tout cas, je vous trouve optimiste sur votre, quant à votre diagnostic sur la philosophie contemporaine, parce que je ne suis pas du tout sûr que la philosophie contemporaine soit vraiment dominée, ni même vraiment intéressée par le champ de la sensibilité, à part en effet une certaine phénoménologie qui d'ailleurs vient plus de Heidegger, mais surtout de Strauss, d'Ernst Strauss, du sens des sens, et puis de Malkinet, des gens qui sont dans la postérité de Strauss, et dans une moindre mesure de Merleau-Ponty. Alors moi, je trouve ça très important. C'est vrai que j'avais que la phénoménologie dans la tête. Oui, bien sûr, alors vous avez raison, effectivement, parce que je veux dire hors phénoménologie. Alors, peut-être qu'en un sens, la psychanalyse, à sa façon, traite ces questions, bien sûr, mais son approche est différente, parce qu'elle est clinique, c'est pas une approche proprement philosophique. Mais voilà, maintenant, disons que la question de l'affectivité ou de la sensibilité, c'est un problème plutôt qu'un objet ou a fortiori une solution, c'est-à-dire qu'il y a énormément de façons de la penser. Alors, dans le livre auquel vous faites allusion, je me situais dans une ligne qui est celle de Dufresne, mais je le radicalise aussi, puisque vous savez, Dufresne fait une différence entre l'émotion et le sentiment, où il dit que l'émotion commente un monde déjà donné, alors que le sentiment ouvre un monde. Et par exemple, tout simplement, pour que je sois sensible à une scène comique, et donc j'ai l'émotion correspondante, il faut que le monde du comique me soit ouvert par un sentiment. De même, si je n'ouvre pas le monde du tragique, je ne peux pas être sensible à une scène tragique. Donc il y a, comme il dit, une portée noétique supérieure du sentiment, parce que les sentiments qui ouvrent un monde. Alors moi, j'ai eu dans mon livre, dans un cadre théorique qui était le mien, qui venait de dynamique des manifestations, j'ai radicalisé ça, et j'appelle le sentiment même ce qui nous ouvre au monde comme tel. Alors la raison, c'était très simple, c'est que je définissais le sujet par un certain mouvement que je nomme désir. Mais évidemment, le désir ne peut pas, même si le désir, évidemment, il manque, enfin, en tout cas, il est en défaut de ce qu'il veut dire, le désir ne pourrait pas s'orienter s'il ne connaissait pas d'une certaine façon, s'il ne disposait pas d'une certaine façon de ce dont il manque. C'est exactement comme la connaissance chez Platon. Vous ne pouvez pas chercher ce qu'est un arbre si vous ne savez pas quoi chercher, et donc si vous ne connaissez pas déjà ce qu'est un arbre. Donc il y a une sorte de circularité fondamentale, mais le désir c'est pareil. D'un côté on va dire le désir, il tend vers son objet parce que cet objet lui fait défaut, mais il ne pourrait même pas tendre vers cet objet s'il n'y était pas initié d'une certaine façon. Vraiment, si vous radicalisez ça dans un cadre cosmologique, vous arrivez à l'idée que si le sujet est défini par une mobilité fondamentale qui est polarisée par la tentative de réconciliation avec un monde qui est son sol ontologique, eh bien, il ne peut s'orienter, ce sujet, donc tout simplement exister, que s'il dispose déjà d'une certaine façon de cela vers quoi il s'oriente. Et j'ai appelé sentiment ce qui ouvre originalement le monde, vous voyez, et qui commande, donne une direction, une boussole à la dynamique du désir, vous voyez. Mais alors du coup, c'est peut-être éclairant, je montrais qu'évidemment, le sentiment qu'on appelle l'amour, par exemple, c'est une modalité empirique, une manifestation privilégiée de ce sentiment, parce que pour une raison très simple, c'est que d'une certaine façon, deux choses. D'abord, j'appelais amour, par différence avec désir,
exactement comme je vous l'ai dit pour le monde, la révélation immédiate que là, là quelque chose m'importe et là, c'est-à-dire chez l'autre, il y va de quelque chose d'essentiel, et donc c'est cette sorte de révélation première qui va orienter le désir. Autrement dit, il n'y a pas de désir sans amour, au sens dans le cadre théorique qui est le mien, dans la mesure où le désir ne pourrait pas s'orienter vers l'autre s'il ne savait pas toujours déjà d'une certaine façon qu'il y va là de quelque chose d'essentiel, vous comprenez? Et donc j'appelais amour au plan empirique, enfin le sentiment de l'amour, c'était d'une certaine façon une modalité empirique de ce sentiment tout court avec un grand S, qui définissait notre initiation première au monde. Et donc on pourrait dire du coup que l'autre, dans la relation affective dont on est en train de parler, c'est une sorte de fenêtre sur le monde. Pourquoi l'amour est-il privilégié? Parce que d'une certaine façon, l'objet de l'amour, il est comme une sorte de trouée vers le monde, ou comme un point du monde où le monde se replie sur lui-même, où le monde paraît lui-même. Et de ce point de vue-là, il y a une relation, une proximité entre l'autre et l'œuvre d'art, parce qu'on pourrait aussi définir l'œuvre d'art comme un point du monde où le monde se rassemble, où le monde paraît. Alors, c'est simple, hein, par exemple chez Proust, c'est absolument évident, tel que Deleuze en a parlé, au fond, ce qui fascine le narrateur dans L'ombre des jeunes filles en fleurs, c'est évidemment le monde qui affleure à travers ces jeunes filles, vous voyez. Et au fond, ce qu'on aime toujours chez l'autre, c'est un monde. Et c'est-à-dire, ce qu'on aime chez l'autre, c'est la trouée qu'il offre vers le monde. Vous voyez. Et donc, et pourquoi on peut parler de sentiment dans ce cas-là? Parce que c'est une modalité de ce que j'appelle le sentiment, c'est-à-dire, c'est une modalité privilégiée d'accès au monde, vous voyez. Et on n'a pas des sentiments pour tout, mais pour n'importe quoi. Et par rapport à la discipline de la philosophie, donc le sentiment, ce que vous définissez là comme sentiment d'une ouverture à un monde, c'est pas seulement, c'est qu'un objet de la philosophie, ou il y a quelque chose de cet ordre-là qui se passe dans la philosophie? Vous avez raison, je pense que ça n'engage que moi, mais je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans la philosophie. En tout cas, ce qui est certain, si vous voulez, c'est qu'on ne peut pas négliger la dimension affective, pour le coup, de l'activité philosophique. Au sens où, en tout cas, ça apporte une joie, c'est comme dit Descartes, ça ne vaudrait pas 2 heures de peine. Parce que la question se pose de pourquoi on travaille, pourquoi on fait de la philosophie comme ça. Est-ce que la connaissance des intéressés est une motivation? Et je ne crois pas, nous sommes des êtres sensibles, comme dit Kant. Donc je pense qu'au fond, la philosophie, ce qui nous motive, c'est quelque chose d'affectif, c'est une joie. J'avoue que c'est un sentiment, pour le coup, que j'éprouve. Et une joie philosophique qui tient simplement au sentiment d'avoir compris, c'est-à-dire d'être un peu plus près de ce sol dont nous sommes séparés et que nous tentons désespérément de nous approprier. Vous voyez. Et donc, de ce point de vue-là, vous avez raison, il y a une homologie tout à fait entre l'activité philosophique et le sentiment tel que je le décris. D'une certaine façon, le sentiment, c'est ce qui donne le cap, le sentiment tel que je l'entends, c'est-à-dire comme initiation première au monde. C'est ce qui ouvre le travail philosophique, c'est qui indique le chemin qu'il y a à parcourir, quoi. Alors après, on le parcourt plus ou moins bien, c'est plus ou moins facile, mais vous voyez. Et quand en effet, on a le sentiment d'avoir avancé ou de s'être approché, et ça provoque quelque chose qui est de l'ordre affectif, certainement, et de l'ordre peut-être de la joie. Je pense que la joie, au sens de Spinoza, est à chercher de ce côté-là plutôt. Une des manières de rechercher le bonheur. Alors, le bonheur et la joie, c'est pas pareil. Le bonheur, je ne sais pas ce que c'est. C'est un peu le bonheur, là, c'est une question très difficile. D'ailleurs, vous remarquerez que les philosophes en ont assez peu parlé. Il y a des choses de chez Kant qui sont belles dans la zone critique, mais moi, je fais la différence. Parce que le bonheur, on considère le bonheur comme un état. Alors, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Alors voilà, on va dire, c'est la satisfaction de tous les désirs. D'ailleurs, si c'était le cas, ce serait très triste. Le bonheur est très déprimant, vous voyez. Et donc moi je préfère parler de joie parce que la joie c'est quelque chose ce qui arrive dans l'amour, qui arrive dans la philosophie, qui arrive dans l'expérience esthétique. D'ailleurs c'est peut-être les seuls 3 lieux où ça arrive vraiment, vous voyez. Les philosophies, je parle de mon point de vue, mais disons peut-être dans l'activité théorique en un sens plus large. Je pense que les mathématiciens peuvent avoir des moments de joie, vous voyez. Donc activité, vie amoureuse, activité philosophique et dans le champ esthétique certainement. Les œuvres d'art, si ça ne vous donnait pas de la joie, alors vraiment, vous voyez. Et donc, vous voyez, c'est un sentiment très différent parce que c'est un sentiment, comment dirais-je, éphémère, hein, évidemment, pas très courant, et qui vous transporte, qui vous transforme, qui vous
élèves, etc.